Les conférences pour la suspension d'armes auront lieu au quartier général chez Samatory, alors maître d'hôtel du roi, et qui depuis a été préfet du palais de l'empereur. Le général Pimentel Latour et le colonel Lacoste, chargés du pouvoir du roi, se rendiront à Cherasque. Le comte de Latour était un vieux soldat, lieutenant général au service de Sardaigne, très opposé à toutes les nouvelles idées, des peu d'instruction et d'une capacité médiocre. Le colonel Lacoste, natif de Savoie, était dans la force de l'âge. Il s'exprimait avec facilité, avait beaucoup d'esprit et se montrait tout des rapports avantageux. Les conditions feront que le roi quitterait la coalition et enverrait un plénipotentiaire à Paris puis traiter de la paix définitive, que jusqu'à là il y aurait armistice, que jusqu'à la paix ou à la rupture des négociations, Sévacuni, Turton ou à son défaut Alexandrie seraient remises sur le champ à l'armée française, avec toute l'artillerie et les magasins que continuerait d'occuper tout le terrain qui se trouvait en ce moment dans sa possession, que les routes militaires dans toutes les directions permettraient la libre communication de l'armée avec la France et de la France avec l'armée, que Valence serait immédiatement évacuée par les Napolitains et remise au général français jusqu'à ce qui eût effectué le passage du Pô. Enfin, que les milices du pays seraient licenciées et que les troupes régulières seraient disséminées dans les garnisons de manière à ne pouvoir donner aucun ombrage à l'armée française. Désormais, les Autrichiens isolés pouvaient être poursuivis jusque dans l'intérieur de la Lombardie. Toutes les troupes de l'armée des Alpes et du voisinage de Lyon, devenues disponibles, allaient y rejoindre. Nos lignes de communication avec Paris seraient ressuscitées de moitié. Enfin, on avait des points d'appui et des grands dépôts d'artillerie pour former des équipages de siège et pour assiéger Turin même si le territoire ne concluait pas le pays. 10. Le colonel et des Cap Murat traverse le Piémont et porte à Paris la nouvelle des victoires de l'armée. Le général Murat, premier et des comptes de général en chef, fut expédié pour Paris avec 21 drapeaux et la copie de l'armistice. Napoléon avait pris cet officier au 13 Vendémiaire. Il était alors chef d'escadron du 21 de chasseurs. Il a été marié depuis à la sœur de l'empereur et devenu maréchal d'Empire, grand admiral, grand duc de Berg et roi de Naples. Il y a eu une grande part dans toutes les opérations militaires du temps. Il a toujours déployé un grand courage et surtout une singulière hardiesse dans les mouvements de la cavalerie. La province d'Alba que les Français traverseront était de tout le Piémont, les pays le plus opposé à l'autorité royale, celui qui contenait le plus des germes révolutionnaires. Il y avait déjà éclaté des troubles. Plus tard encore, il en éclata de nouveau. Si au lieu de négocier, Napoléon eût voulu continuer la guerre avec les rois des Sardaigne, c'est là qu'il eût trouvé le plus de sécurité et le plus de disposition à l'insurrection. Ainsi, au bout de 15 jours, le premier point du plan de campagne était atteint. Les plus grands résultats obtenus, les forteresses piémontaises des Alpes étaient en notre pouvoir.
La coalition se trouvait affaiblie d'une puissance qu'il avait 50 000 hommes sur pied et qui était plus imposante encore par sa position. La législature nationale avait décrété 5 fois que l'armée d'Italie avait bien mérité de la patrie, dont la séance des 21, 22, 24, 25 et 26 avril. En conformité aux conditions de l'armistice de Charasca, le roi de Sardaigne envoya à Paris le comte de Revel pour traiter de la paix définitive. Elle y fut conclue et signée le 15 mai par ce traité. La place d'Alexandrie resta démue aux armées françaises. Sous la brunette exil feront démolir. Les Alpes se trouveront ouvertes et le roi demeura à la disposition de la République, n'ayant plus d'autres points fortifiés que Turin et le fort des Bar. Nous avertissons ici, une fois pour toutes, qu'il se trouvera des différences inévitables entre les rapports officiels et les chapitres. Elles sont fondées sur la précipitation des rapports, les désirs du général en chef de déguiser alors ses plans, le besoin de tromper l'ennemi sur ses véritables forces. Par exemple, il est dit au rapport de Beaulieu attaqua en personne Montenette. On les rue alors ainsi. Pour loin, il est dit que l'attaque sur Vautry ne fut faite que par 10 000 Autrichiens, mais il y avait en arrière du colonne des mêmes forces qui devaient donner le lendemain. Beaulieu ayant jugé qu'il aurait l'affaire sur le point à toute l'armée française. On dit aussi que Montenot ne fut attaqué que par 15 000 hommes, parce qu'il y a 10 000 hommes de ce corps étaient demeurés en arrière et formaient les communications avec la droite à Séva. Ce fut sur ce trou que Masséna, débuchant au point du jour par Cadébonne, tira le premier coup de canon. S'il n'y ait point question des projets du général en chef ni de ses négociations avec Jeanne, c'est que le rapport publié n'est qu'un extrait de la correspondance officielle et que, d'ailleurs, comme nous l'avons déjà observé, il entrait dans les vues du général en chef de dérober à l'ennemi la connaissance de ses plans et de sa manière de faire. En voilà assez pour expliquer désormais les différences qu'on pourra remarquer. Nous répétons que notre observation actuelle doit être entendue une fois pour toutes. Fragment du chapitre 3. 1. Raison pour rester sur la ligne du Tessin. L'armistice conclut et les places déconnues Torton et Séva ont notre pouvoir. On se demanda s'il était convenable de passer le Tessin. On concevait que l'armistice qui avait mis des places fortes en notre pouvoir et séparé l'armée piémontaise de l'armée autrichienne était utile, mais on se demandait s'il ne serait pas désormais plus avantageux de profiter des moyens acquis pour révolutionner entièrement le Piémont et Gênes avant d'aller plus loin. La directoire avait le droit de refuser les négociations proposées et de déclarer sa volonté par un ultimatum. Ne serait-il pas impolitique, disait-on, on s'éloignait de France, de passer le Tessin sans être certain de ses derrière les rois de Sardaigne, qui nous ont été si utiles tant qu'ils ont combattu pour nous, ont le plus contribué à nos revers dès qu'ils ont changé à la politique. Aujourd'hui, la disposition des esprits ne saurait nous permettre la moindre illusion. Les nobles et les prêtres dominant cette cour et se trouvant les ennemis irréconciliables de la République, si l'on éprouvait une défaite en
avançons que n'aurait-on pas à redouter leur haine et leur vengeance. Gênes même nous doit donner de grandes inquiétudes. Les systèmes de oligarchie y dominent toujours et quelque nombreux qui puissent s'y trouver nos partisans y demeurant sans influence dans les décisions politiques. Les bourgeois des jeunes pouvant bien déclamer, mais là se borne tout le pouvoir. Les oligarques gouvernant y commandant aux troupes et disposant de 8 ou 10 000 paysans des vallées de Fontana-Bona et autres, qu'ils appelons à leur défense dans les moments de crise. Enfin, nous méditons. Doit-on s'arrêter? Doit-on passer le Tessin, l'Ada, l'Oglio, le Moncio, la Dige, le Ventin, la Piève, le Tagliamento pour se porter sur l'Isonzo? Est-il sage de laisser derrière soi de si nombreuses populations si mal disposées? Les moyens d'aller vite n'est-il pas d'aller sagement de se faire d'appui de tous les pays où l'on passe en changement? Le gouvernement est confiant. L'administration est des personnes de même principe et de même intérêt que nous. Si l'on se porte dans le pays de Venise, n'obligera-t-on pas cette république qui peut disposer de 50 000 hommes à prendre parti pour nos ennemis? Deux raisons pour prendre la ligne de la Dige. On répondait à cela, l'armée française doit profiter de sa victoire. Nous ne devons nous arrêter qu'à la meilleure ligne de défense contre les armées qui ne tarderont pas à marcher contre nous. Cette ligne, c'est la Dige. Elle couvre toutes les vallées du Pô. Elle intercepte le Moyen et la vaste Italie. Elle couvre les Blocus et le siège de Mantua. Et probablement, cette place sera prise avant que la lutte puisse recommencer. En se portant sur la Dige, on a le moyen de pouvoir à toutes les dépenses de l'armée parce qu'on en fait partager le poids à une plus grande population à celle de Piémont, de la Lombardie et des légations. On craint de voir Venise se déclarer contre nous. Les meilleurs moyens de remédier, c'est de porter un peu de jus. La guerre au milieu de ces États, elle ne prend pas peur à un pareil événement. Elle ne prend eu le temps de faire des levées et de prendre des résolutions. Il faut empêcher le Sénat de délibérer au lieu que si nous restons sur le Tessin, les Autrichiens pouvant le forcer de faire cause commune avec eux ou même y être portés par un esprit de parti. Le roi de Sardaigne n'est plus à craindre. Ses milices sont congédiées, les Anglais vont cesser leurs subsides, les affaires intérieures y sont dans le plus mauvais état. Quelques partis qui prennent la cour, les mécontents s'accroîtront. Après la fièvre vient la faiblesse. 12 à 15 000 hommes sont toutes les forces qui restent à cette puissance disséminée dans un grand nombre de villes. Ils suffiront à peine à maintenir la tranquillité intérieure. D'un autre côté, la haine de l'Autriche contre le roi de Sardaigne ira toujours croissant. Elle se plaindra que la première bataille perdue, elle a été abandonnée. Elle lui alléguera l'exemple de ses ancêtres qui demeureront les alliés fidèles alors même que la France était maîtresse des Turins, tandis qu'ici on a déserté la cause commune sans la perte même d'une forteresse. La cour de Sardaigne a donc désormais beaucoup à redouter les
Autrichiens, les oligarques de Jeanne ne sont pas à craindre. Notre meilleure garantie contre eux, ce sont les profits immenses qu'ils recueillent de leur neutralité, en propageant les principes de la liberté en Piémont et à Jeanne. En y allumant la guerre civile, c'est le peuple qu'on soulève contre les nobles et les prêtres. En devenant responsable des excès qui accompagnent toujours une pareille lutte, arrivée au contraire sur la tige. Nous serons maîtres de tous les États de la maison d'Autriche en Italie et de ceux du pape en deçà de l'Apennin. En décision de proclamer le principe de la liberté et d'exciter le patriotisme italien contre la domination étrangère. L'irritation du peuple de Bologne est de fureur contre le gouvernement du pape. On n'aura pas besoin d'exciter la division des diverses classes de citoyens, nobles, bourgeois, paysans. Tout sera appelé pour marcher d'accord pour le rétablissement de la patrie italienne. Le mot Italie proclamé de Milan à Bologne produit en effet magique proclamé sur le thésard. Les Italiens diront: pourquoi n'avancez-vous pas?